Le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. La pression monte encore autour de Dominique Strauss-Kahn. Le tribunal examine sa nouvelle demande de libération conditionnelle. Le grand jury a entendu la jeune femme de chambre. Aujourd'hui, nous irons à New York dans quelques secondes. Christine Lagarde, de son côté, compte ses soutiens européens pour lui succéder à la tête du FMI. Malgré une opposition déchaînée contre une solution populiste, a-t-on entendu, l'arrivée des jurés populaires en correctionnel a été votée aujourd'hui au Sénat. Nouvelle secousse dans le foot français après la révélation des dessous d'un match amical en Tchétchénie payé par le maître de Grozny, le président Kadyrov, avec donc sur le terrain quelques vieilles gloires, dont Alain Bogossian, l'adjoint de Laurent Blanc, qui aujourd'hui risque une sanction de la Fédération française. Et notez-le, parmi nos invités ce soir, l'avocat Daniel Soulez-Larivière qui viendra nous expliquer donc ce qui attend DSK au cours des heures et sans doute des semaines qui viennent si son procès est confirmé par le grand jury. Retour donc aujourd'hui même au tribunal de Manhattan de Dominique Strauss-Kahn qui clame son innocence dans sa lettre de démission du FMI. L'audience doit décider dans les heures qui viennent de son éventuelle libération conditionnelle. Sur place, on retrouve Emmanuel Saint-Martin de France 24. Emmanuel, où en sommes-nous? Quelle est l'ambiance? Écoutez, on attend. Dominique Strauss-Kahn est arrivé il y a maintenant un peu plus de 2 heures, presque 3 heures, au tribunal par une porte dérobée, mais on sait qu'il était habillé en uniforme orange, l'uniforme du prisonnier qu'il portait dans sa cellule. Son avocat lui a apporté un costume parce qu'il avait fait savoir évidemment qu'il ne souhaitait pas apparaître en costume orange. Il a, semble-t-il, été assez traumatisé par les images que le monde entier a vues lundi dernier dans sa première comparution. Il comparaîtra donc dans maintenant moins de 2 heures, 1 heure en réalité, en costume pour entendre le juge, peut-être le remettre en liberté conditionnelle. Il y a beaucoup d'espoir du côté de ses avocats de le voir libéré dès aujourd'hui. Alors peut-être pas sortir de prison dès aujourd'hui parce que une des conditions de la libération sous caution que les avocats et Dominique Strauss-Kahn ont accepté, c'est notamment un bracelet électronique et une surveillance 24 heures sur 24 dans un appartement new-yorkais. Et pour mettre cela en place, notamment simplement pour mettre le bracelet électronique en place, cela peut prendre 24 heures à 48 heures. Donc même s'il était libéré dans quelques 2 heures par le juge, il ne sortira pas forcément aujourd'hui, peut-être demain, peut-être lundi, disent ses avocats. En tout cas, on aura une réponse du juge dans très peu de temps maintenant. Merci, effectivement. C'est donc une première réponse attendue du côté de la justice américaine dans les heures qui viennent. À noter que l'un des avocats américains de Dominique Strauss-Kahn a déclaré que son client était en bonne santé et optimiste. En tous les cas, les avocats, nous venons de le voir, ont multiplié les assurances pour convaincre le juge que Dominique Strauss-Kahn restera bien à Manhattan, à la disposition de la justice. Aurélien Romano. Il est arrivé il y a 4 heures dans ce fourgon. L'image de Dominique Strauss-Kahn est fermement protégée par la police. Sortir DSK de sa prison de Rikers Island, voilà la mission que se sont fixés ses avocats. Après le refus de lundi, ils retentent leur chance avec un dossier beaucoup plus détaillé. Dans un document rendu public par le New York Times, les avocats de DSK affirment les engagements de leurs clients. Il versera une caution d'1 million de dollars et accepte une surveillance électronique 24 heures sur 24. Pour prouver qu'il restera à New York, DSK met en avant ses liens familiaux forts avec cette ville. Une référence à sa fille qui vit et étudie à Manhattan. Le dossier de libération sous caution ne sera pas étudié par la juge Melissa Jackson, mais par un autre magistrat que les avocats de DSK espèrent plus clément. Quoi qu'il en soit, la décision d'aujourd'hui n'a aucune incidence sur un éventuel procès. DSK sera fixé sur son sort demain lors de la décision du grand jury. Donc le grand jury qui compte entre 16 et 23 jurés populaires s'est réuni en secret et sans juge pour entendre les éléments de preuve de l'accusation. On sait que Dominique Strauss-Kahn est visé par 7 chefs d'inculpation. On attend les explications dans un instant de notre premier invité, donc Maître Soulez-Larivière. D'un autre côté, notons-le,
L'Europe se mobilise pour conserver la direction du FMI que Dominique Strauss-Kahn a fini par lâcher aujourd'hui même. C'est l'Europe qui dirige cette institution depuis 1946. Christine Lagarde recueille des suffrages. Son profil est loué dans toutes les capitales européennes. Mais ces démêlés judiciaires dans le dossier tapis pourraient néanmoins l'affaiblir. Alexandra Colino. Une candidate idéale. Voilà la phrase qui revient aujourd'hui à la fois dans la presse internationale et dans le monde politique pour qualifier Christine Lagarde dans la course à la succession de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Appréciée des milieux financiers et parlant parfaitement anglais, la ministre française des Finances présente de nombreux atouts et de nombreux soutiens malgré la menace d'une enquête judiciaire dans l'affaire Tapie. Mais pour l'instant, pas de candidature officielle. Et toute candidature, quelle qu'elle soit, elle devra émaner des Européens qui se rassemblent tous ensemble. Car la direction du FMI est chasse gardée de l'Europe depuis 1945. L'Union européenne se met donc en ordre de bataille pour rester à la tête de l'institution, à commencer par Angela Merkel. Je pense que nous devrions proposer un candidat européen. Bien sûr, il y a des discussions à ce sujet. Je ne mentionnerai aucun nom, mais nous aborderons le sujet au sein de l'Union européenne. Le nom de Jean-Claude Trichet, le président de la Banque centrale européenne, et dont le mandat s'achève au mois d'octobre, est également avancé. Mais les pays émergents veulent aussi leur part du gâteau. La Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, Singapour et la Turquie avancent leurs pions. Au sein du FMI, le nom du Turc Kemal Derviş, ancien administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, est beaucoup cité. L'élection du nouveau président du FMI devrait se faire d'ici 1 à 3 mois. Les États-Unis, qui ont un droit de veto, auront un poids déterminant dans cette élection. Et les chances pour Christine Lagarde d'arriver à la tête du FMI en cette période, on le sait, très troublée pour la zone euro, seront examinées dans un instant par notre invité, l'économiste Philippe de Sertine. Le vote du projet pour 2012 amène les militants socialistes à prendre ce soir le chemin des sections pour mesurer une ambiance plombée, on l'imagine, par l'affaire DSK. Patrick Jean-Pierre s'est rendu dans le 5e arrondissement de la capitale. À l'évidence, les militants socialistes ont entendu l'appel de leur première secrétaire, Martine Aubry, unité, responsabilité et combativité. Au moment de voter le texte du projet socialiste pour la prochaine présidentielle, tous se rattachent au projet comme pour penser à autre chose. Et nous pensons que compte tenu de la situation de la France en ce moment, politique, on ne doit pas dévier de notre route qui est celle de bâtir notre projet. Je n'ai pas pensé à Dominique Strauss-Kahn spécifiquement, c'est d'un autre ordre. L'émotion que j'ai pu ressentir dimanche dernier et le vote aujourd'hui. Et pourtant, la situation de Dominique Strauss-Kahn est dans tous les esprits. Après le choc et l'émotion, l'heure est certes à une remobilisation des troupes, mais l'absence de DSK, bien placé dans les sondages pour 2012, inquiète. On voit bien dans les sondages actuels qu'il va y avoir une grande quantité de personnes qui pour l'instant se disent candidates, qui vont trouver le prix de l'élection quand elles sont autour de 5-7%, peut-être un peu important. Donc je pense que la configuration gagnante, elle est encore loin d'être évidente. Au PS, la vie sans Dominique Strauss-Kahn commence à peine. Le parti reprend lentement le chemin de la campagne. De son côté, Daniel Cohn-Bendit dit souhaiter aujourd'hui, en déplacement à Marseille, que Nicolas Sarkozy perde pour profiter de son enfant 24 heures sur 24, a-t-il dit. L'entrée des jurés populaires en correctionnel, ainsi d'ailleurs que la refonte de la justice des mineurs, votée par le Sénat, la gauche dénonce une solution populiste, le gouvernement une solution utile. Margot Aubrio. Le Sénat a adopté. Le projet de loi est adopté, mais la réforme reste contestée. Des jurés populaires siégeront désormais dans les tribunaux correctionnels aux côtés de magistrats. Le principe adopté par le Sénat est simple, 2 citoyens assesseurs dans les tribunaux. Ils seront amenés à se prononcer sur les affaires de violence, mais pas seulement. Les sénateurs ont élargi leurs compétences aux affaires d'infraction du Code de l'environnement, d'usurpation d'identité ou encore d'atteinte à la dignité des personnes. L'objectif affiché par la majorité, réconcilier le peuple avec sa justice. Les citoyens assesseurs, c'est vraiment faire en sorte que la justice étant rendue au nom du peuple, le peuple se retrouve dans sa justice. Ce projet est démagogique, populiste et inapplicable, répond l'opposition, qui pendant 3 jours a bataillé sur le texte et provoqué la colère d'un ancien garde des Sceaux. Mais c'est je vous le dis clairement, une aberration.
vous inventez d'aller demander aux justiciables eux-mêmes qui ne vous réclament rien, d'aller, eux, participer à l'activité de tribunaux. Des citoyens qui rendent la justice, pour la gauche, c'est aussi une remise en cause des magistrats. Au plus haut de l'État, le président de la République et derrière lui son gouvernement n'ont pas cessé de mettre en cause la compétence des juges professionnels. Dans 10 juridictions, la réforme fera d'abord l'objet d'une expérimentation jusqu'en 2014. Le texte doit maintenant être examiné par l'Assemblée nationale. Sanctions finalement aujourd'hui contre le réalisateur danois Lars von Trier qui avait exprimé hier sa sympathie pour Hitler lors d'une conférence de presse. Le Festival de Cannes le déclare persona non grata tout en maintenant son film dans la sélection. Maître Soulez Larivière et l'économiste Philippe de Sertine sont les deux premiers invités du 19h ce soir. Bonsoir, Maître Soulez Larivière. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le parcours judiciaire de Dominique Strauss-Kahn tient en haleine les Français qui connaissent apparemment la justice américaine à travers les séries télévisées. Mais enfin, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit que c'est quand même complexe parfois. DSK a dit vouloir consacrer toutes ses forces à démontrer son innocence. Est-ce que cette ligne de défense peut tenir, selon vous, l'innocence? C'est une ligne qui semble appartenir d'abord à la personne qui est poursuivie. Et il n'y a aucun commentaire à faire à cet égard. Bon. Alors maintenant, vous parliez des feuilletons américains. C'est vrai que les Français ont été très secoués par cette vision, tout d'un coup, d'un homme célèbre et admiré, même si on était d'accord ou pas d'accord avec lui, qui a pris la place, finalement, d'un des personnages que l'on voit dans les feuilletons. Dans les feuilletons les experts ou toute autre série de feuilletons qu'on connaît bien, qu'on voit. Et là, tout d'un coup, ils ont vu quelqu'un qu'ils connaissaient à la place d'un acteur. Et ça a certainement été un traumatisme très lourd. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces images. Alors, derrière ces images, il y a une procédure qui est profondément différente de la nôtre. Est-ce qu'elle vous choque, vous ? La procédure, alors je vais vous dire, ce qui me choque, c'est quelque chose qui est commun à tous les pays et commun à la France et aux États-Unis, c'est qu'on n'arrive pas à faire en sorte que... à ne pas détruire préventivement les gens quand la justice s'occupe d'eux. Alors, il ne s'agit pas de dire que la justice ne doit pas être rendue et que les puissants doivent y échapper, pas du tout. Il s'agit de savoir comment est-ce qu'on pourrait arriver ici. On a plein, malheureusement, d'horreurs aussi au service de l'opinion. Comment on peut arriver ici comme là-bas à éviter cette espèce d'exécution préventive, puisque, si vous voulez, du jour au lendemain, en l'espace d'une nuit, il est passé de président du FMI et de candidat favori des Français pour la présidentielle à un simple citoyen qui a perdu tout. Mais cette exhibition médiatique, qui est terrible, effectivement, ne choque personne, semble-t-il, aux États-Unis. Non, elle choque personne. C'est vrai qu'ils sont habitués. Les États-Unis sont un pays très violent. La délinquance est beaucoup plus violente qu'en France. La justice l'est aussi. Elle n'est pas parfaite, pas plus que la nôtre. Mais ça ne choque pas trop. Puis en l'espèce, ça s'applique à quelqu'un qui n'est pas américain. Ah oui. Et souvenez-vous, encore dans d'autres épisodes, comme par exemple l'affaire Polanski, qui n'a sans doute rien à voir du tout. Mais que le fait qu'il soit... Elle a été évoquée justement pour le maintenir en détention. Ah oui. Pourquoi est-ce qu'elle a été évoquée? Parce que M. Polanski a eu des problèmes et il est resté en Europe et les Américains n'ont jamais pu l'extrader. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu quelque part que M. Strauss-Kahn avait pris l'engagement de renoncer, je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible, à son droit à l'extradition, au refus d'extradition. Je vais vous interroger là-dessus, parce qu'on ne comprend pas très bien. Il a commis un crime manifestement supposé aux États-Unis. Il est aux États-Unis, entre les mains de la justice américaine. D'où pourrait venir une demande d'extradition et pourquoi? C'est parce que, dans l'hypothèse où il serait rentré en France, ce que le juge a dit, en gros, c'est qu'il pourrait y rester. Et comme la France n'extrade pas ses nationaux, les Américains et la justice américaine est très très susceptible sur ce sujet, puisqu'ils se disent, s'il s'en va, il ne reviendra pas. Ce qui est en cas de fuite, alors, en cas de fuite. Ce qui, de mon point de vue, est erroné, mais enfin, c'est ce qu'ils pensent. En tous les cas, on ne connaît pas évidemment les éléments du dossier. Néanmoins, j'ai envie de vous interroger quand même, parce que l'un de ses avocats, je le disais tout à l'heure, a déclaré à l'entrée du tribunal que son client était en bonne santé. Bon, et puis optimiste. Est-ce que Dominique Strauss-Kahn a des raisons de l'être?
Je ne sais pas à quoi s'appliquait ce mot. Ça s'appliquait sans doute à la libération conditionnelle, demande de liberté qu'il a formulée, et puis sur le fait qu'il considère qu'il est innocent et que par conséquent le procès, si ce procès devrait avoir lieu, ce qui semble logique, puisque le grand jury suit pratiquement toujours les propositions du procureur. Donc si le procureur demande qu'il soit renvoyé devant un tribunal, indicted, ça veut dire traduit inculpé, sur le vocabulaire ancien français, le procès à ce moment-là aura lieu devant des jurés et avec une situation de la défense qui est très différente d'en France, car c'est la défense qui fait l'instruction complètement à des charges, et il y a d'un côté l'accusation, de l'autre côté la défense, avec des outils qui sont équivalents. Ils peuvent avoir accès aux preuves, ils peuvent faire des expertises, ils peuvent interroger des témoins, ils peuvent faire des enquêtes de personnalité. Ils peuvent surtout multiplier tous les coups et aller jusqu'au dénigrement de l'adversaire. Hein. Écoutez, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Non, est-ce que on ça n'est pas obligé de rendre péjoratif le travail de la défense. Le travail de la défense est fait pour aboutir à un résultat qui est faire reconnaître l'innocence du client, et par conséquent, tous ces moyens licites sont bons. D'accord, mais donc il s'agit de dénigrer en l'espèce cette femme de chambre. Pas forcément de dénigrer. De la faire passer pour une menteuse, non ? Pas forcément du tout. Non ? Pas forcément du tout. Ça consiste d'abord à examiner les preuves, à faire désigner des experts pour examiner si ce que dit l'accusation est vrai, s'il n'y a pas des contestations scientifiques, etc. Ce qui ne se passe pas en France vraiment, puisqu'il y a un expert judiciaire qui est nommé par le juge d'instruction. Donc là, il y a une défense et une accusation qui sont effectivement à armes égales, l'accusation ayant d'énormes moyens, on a pu le voir, mais la défense en ayant de beaucoup plus considérables qu'en France. Ah oui, alors vous avez dit, vous pensez que l'inculpation formelle est inévitable de la part de ce grand jury. D'après tous les spécialistes et mes analyses, oui. Est-ce qu'on sait ? Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. La justice étant caractérisée aussi par l'aléa. L'aléa. Dites-moi, on a parlé des critiques qu'on a beaucoup entendues en France depuis quelques jours, justement, contre la justice américaine. Est-ce que ça pourrait avoir un effet boomerang pour Dominique Strauss-Kahn ? Est-ce que les États-Unis, par un réflexe, je ne sais pas, nationaliste, pourraient dire ils veulent nous donner des leçons, les Français, eh bien on va voir ce qu'on va voir. On peut mettre ces choses sur ce terrain-là, je ne suis pas certain et convaincu que ça fonctionne, mais c'est vrai qu'il y a eu des réactions, il y a des réactions anti-françaises dans certaines occasions. On a pu le voir, même avec des déversements de vin rouge dans les caniveaux, lorsqu'on n'était pas d'accord avec la politique américaine, notamment à l'Irak. Merci, Maître Soulès-Larivière. Avec nous donc Philippe de Sertine pour parler d'un autre sujet, les conséquences de la démission aujourd'hui donc de Dominique Strauss-Kahn. Les Européens veulent conserver le poste. Il faut dire que c'est une tradition qui remonte à la fin de la guerre. Pour vous, c'est une question particulièrement sensible aujourd'hui en raison de la crise de l'euro. Oui, je crois que ce n'est pas vraiment une pétition de principe qu'ont mis les Européens. D'ailleurs, Dominique Strauss-Kahn, en accord avec les gouvernements européens, a préparé lui-même l'ouverture du FMI, on va dire, à l'automne 2010, avec l'idée que, normalement, devait lui succéder quelqu'un qui n'était pas européen. Simplement, évidemment, dans les conditions où nous sommes, c'est-à-dire les conditions de la fin de son mandat, et les conditions, par ailleurs, de la crise gravissime de la dette européenne, qui, pour le moment, est un peu entre parenthèses, on va dire, sur le devant de l'actualité, mais qui est toujours là, la dette grecque et la dette portugaise. On a vu qu'on a des phénomènes extrêmement inquiétants en Espagne aujourd'hui, de l'opinion publique espagnole, ce qui veut dire que très rapidement, le FMI et on va dire la communauté européenne va devoir revenir sur ces vrais problèmes économiques qui sont absolument cruciaux. Aujourd'hui, l'Europe estime qu'elle a besoin et qu'elle a un besoin absolu d'un FMI qui réagisse et qui comprenne parfaitement ces problématiques pour pouvoir essayer de régler cette problématique. Dominique Strauss-Kahn avait très bien réussi dans cette fonction-là, même s'il est contesté pour certaines des solutions qu'il a préconisées. Mais dans la réactivité. Je crois que Dominique Strauss-Kahn a été patron du FMI pendant la pire période de l'histoire du FMI. Il est arrivé en fonction en 2007. Quand on regarde, c'est exactement au début de la crise. Et il a suivi, et il a été au cœur de cette crise, d'abord dans la première partie dans laquelle le FMI était en quelque sorte en second rideau. Et surtout dans la deuxième partie de la crise, c'est-à-dire depuis à peu près 2009, quand ce sont les dettes souveraines, ce sont les pays qui ont commencé à être en danger de faillite. Et là, le FMI était au cœur du sujet et Dominique Strauss-Kahn a joué un rôle absolument inédit dans le règlement de ces problèmes. Qui décide concrètement du nom de son remplaçant ? Je crois que le FMI a annoncé pour demain, c'est vrai, la réunion de son conseil d'administration, donc les 24 pays ou groupes de pays seront représentés, donc c'est une décision qui se prend à la majorité. Alors c'est une décision qui se prend à la majorité des votes. Attention, les votes correspondent aux quotas, ce que l'on appelle aux proportions des différents pays.
c'est-à-dire de leur poids en termes de PIB. Qui décide? C'est la majorité. Lorsque vous réunissez les États-Unis et l'Europe aujourd'hui, en termes économiques, c'est de loin le poids le plus lourd du point de vue mondial, bien devant la Chine, oui. Ce qui signifie qu'à eux deux, ils tiennent la décision s'ils le souhaitent. Il n'est pas certain du tout aujourd'hui, et notamment lorsque l'on voit les dernières décisions qui ont été annoncées par le gouvernement américain et les prises de position de type Geithner, que les États-Unis soient sur la même ligne que l'Europe. Et je dirais même que probablement ils ne le sont pas. On a vu toute cette semaine que l'action du FMI allait probablement faire l'objet, en tout cas de débats, sûrement de tiraillements entre les grands pays industriels. Donc l'importance aujourd'hui, l'important pour l'Europe, c'est de présenter une candidature unique, en tous les cas d'être solidaire derrière donc celle qui est le vent en poupe. Vous pouvez peut-être nous confirmer, vous avez des informations, Christine Lagarde? Je crois qu'en tout cas, celle qui a le vent en poupe dans la négociation, c'est sûrement Angela Merkel. On l'a vu immédiatement. Il faut rappeler, Dominique Strauss-Kahn avait rendez-vous avec Angela Merkel quand il se préparait à partir de New York dimanche, dans le but de la négociation extrêmement rude, extrêmement serrée qui s'annonce. Angela Merkel a été la première à se prononcer lundi, d'abord pour dire son inquiétude devant ce qui se passait, et ensuite dire très vite qu'il n'était pas question d'envisager un changement de main à la tête du FMI, on va dire une perte de la direction européenne très rapidement. Et donc aujourd'hui, très probablement, celle qui essaie à tout prix de faire évoluer les choses, c'est Angela Merkel, et Christine Lagarde peut avoir en effet un certain nombre de voix de ce côté. D'accord, donc voilà, le soutien de la chancelière, en tous les cas, pour la candidate sera indispensable. Française. Merci beaucoup. Merci beaucoup tous les deux à avoir participé à cette édition. Dernière page du 19h, maintenant toute autre chose, une nouvelle affaire qui pourrait secouer le foot français. Le match de gala du 11 mai dernier, payé par le maître de Grozny, le président Kadyrov, avec la participation, entre autres, parmi les vieilles gloires, je vous le disais tout à l'heure, d'Alain Bogossian. Bogossian, lui, a la particularité d'être l'adjoint aujourd'hui de Laurent Blanc à la Fédération. Marie Chambrial. C'est une nouvelle polémique dont se serait bien passée la Fédération française de football. Le 11 mai dernier, Alain Bogossian, l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, participait à un match de gala en Tchétchénie. Un match très particulier à l'invitation du très controversé président tchétchène Ramzan Kadyrov. Quelques vieilles gloires du football sur le gazon face à l'équipe du président vainqueur à l'issue des 90 minutes de jeu. Pour séduire Bogossian, Jean-Pierre Papin ou la légende argentine Diego Maradona, les autorités tchétchènes se seraient montrées généreuses, de l'argent, des cadeaux, dont des montres de valeur. Alain Bogossian, champion du monde 98, affirme lui qu'il n'a pas été payé pour participer à ce match et promet de faire don de la montre à une œuvre caritative. Des explications insuffisantes pour la FFF qui compte bien ne pas en rester là. Demain, le cas Bogossian sera examiné lors de la réunion du Conseil fédéral. Fernand Duchossois, président de la fédération, parle d'une sanction adaptée à la faute et va jusqu'à envisager le renvoi de l'adjoint de Laurent Blanc. Une nouvelle affaire qui tombe mal à quelques semaines du renouvellement des instances des autorités du football français. Voilà, une nouvelle affaire pour en parler avec nous. Jérôme Latta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef des Cahiers du football, hein, qu'on consulte sur Internet. Alors, il y avait un vrai charter de gloire, donc on vient de le voir. Maradona, Jean-Pierre Papin, Manuel Amoros, Barthez, Bogossian, qui étaient venus officiellement chercher la récompense de leur gloire passée. Ouais, ils étaient venus officiellement inaugurer le nouveau stade de Grozny. Et ça s'est avéré être finalement une opération de communication au profit du potentat tchétchène. Et donc ça a suscité une polémique. Fondé, selon vous, fondé à plusieurs titres d'abord. Déjà, le fait effectivement d'aller participer à une exhibition au service du maître de Grozny. Ouais, eux, ils ont plaidé la candeur après coup, et effectivement, on peut s'interroger sur la conscience politique des footballeurs et sur l'effort de pédagogie qu'il faut faire auprès d'eux pour qu'ils ne dégagent pas leurs responsabilités après coup, un petit peu comme ils l'ont fait. Oui, ça s'est avéré être de manière assez accablante, comme une opération de communication où toutes ces gloires, il y en avait, les gloires françaises à la limite n'étaient pas les plus grandes. Il y avait donc Maradona, il y avait énormément de joueurs
italiens de toute nationalité, qui se sont mis, donc ça s'est avéré donc vraiment une opération de communication au profit de Kadyrov, avec toute une mise en scène autour, et puis des récompenses qui ont été filmées, parce que comme toute opération de communication, elle était accompagnée de plusieurs équipes de télévision. Alors après, tout dépend évidemment du sens qu'on donne aux images, parce que selon les médias, le traitement a été assez différent. Hein. Oui, c'est ça. Alors ça a été frappant. Alors ça, le voyage a eu lieu mercredi de la semaine passée, et ça a vraiment l'affaire a vraiment éclaté dimanche au fil des émissions dominicales sportives, avec un premier sujet sur Téléfoot dont on peut dire qu'il a été extrêmement complaisant, puisque ça mettait vraiment en scène toutes ces stars de manière un petit peu admirative, avec en plus dans le package une interview exclusive de Maradona par Fabien Barthez, consultant de la chaîne. À la mi-journée ou en après-midi, il y a eu un sujet de Stade 2, alors plus pédagogique, qui lui a expliqué un petit peu ce qu'était le régime tchétchène et le régime de Kadyrov. Et puis enfin, un sujet vraiment à charge sur Canal Football Club, sur Canal+, là qui était vraiment accablant, et qui montrait les joueurs... Personne n'avait prévenu les joueurs avant, ils ne s'étaient pas informés eux-mêmes. Ça dénote quoi? Un manque de curiosité pour... Un manque de curiosité, pas les accabler plus que ça encore. Alain Bogossian a dit qu'il ignorait tout, qu'il n'y avait pas de connotation politique dans son voyage, et qu'il ignorait tout du régime tchétchène. Donc c'est au minimum de la candeur, un manque de culture politique, ça fait aucun doute. Et puis il y a la cupidité. La cupidité, ça, c'est ce qui a rendu certaines images assez accablantes pour eux, puisqu'il y a le chef de la police de Grozny qui leur remet à l'aéroport, avant de repartir, des coffrets contenant des montres de différentes valeurs. En plus d'après le reportage de Canal+, des rémunérations allant de 20 000 à 50 000 euros, voire 1 million d'euros pour Maradona. Pour la star des stars, hein, qui a posé également pour les photographes avec Kadyrov. On vient de le dire, donc le cas Bogossian sera examiné demain à la fédération. Est-ce que vous imaginez des sanctions, ou est-ce qu'il va y avoir une tentative d'étouffer tout ça? Étouffer, ça va être difficile, surtout que la fédération est vraiment sous les feux des critiques et de l'actualité après l'affaire des quotas. Bon, je pense que c'est pas tout à fait... Ça les rend plus réactifs depuis quelques temps. Peut-être. J'espère qu'ils sont aussi dotés de conseils un peu plus efficaces. Après, l'ordre de gravité est quand même pas tout à fait le même. Alors, Bogossian a dit qu'il avait fait ça à titre privé. Il faudrait lui expliquer. Son cas sera quand même examiné. Donc, oui, parce qu'il représente la fédération. C'est là où il y a un défaut de gouvernance. Et il faudrait pouvoir préciser auprès d'un adjoint du sélectionneur, par exemple, qui a un poste assez important, qu'il a des responsabilités et qui ne peut pas cautionner une opération de communication d'un régime qui est la cible de toutes les organisations des droits de l'homme, en l'occurrence. Bon, est-ce qu'il y a des choses dans cette histoire qui vous ont surpris, fondamentalement? Vous qui connaissez si bien l'envers du foot. Cette absence de culture politique des footballeurs, malheureusement, elle est pas surprenante. En même temps, il faut faire attention à ne pas les accabler, parce que depuis quelques années, ils sont devenus un petit peu une sorte de repoussoir, on les critique sous tous les angles. En l'occurrence, il y a effectivement beaucoup de maladresse. Moi, ce qui m'a plutôt surpris, c'est cette différence de traitement médiatique entre le sujet de Téléfoot le matin, qui était vraiment complaisant, et celui qui était de manière également assez surprenante de Canal+ au Canal Football Club, qui n'est pas une émission très critique en général, et qui a quand même accablé des joueurs majeurs, dont des joueurs français comme Fabien Barthez, ou effectivement d'anciens joueurs comme Fabien Barthez ou Alain Bogossian. Merci Jérôme Lattard. En tous les cas, les cahiers du football examinent le foot sous tous ces aspects, politiques entre autres. Politique, économique, sociaux, économique, social, etc. Merci à vous. Merci. Notez qu'à 22 h ce soir, Sonia Mabrouk vous proposera une édition spéciale d'1 heure consacrée bien sûr à l'affaire DSK, avec les décisions de la justice, notamment sur sa libération conditionnelle, qui sont attendues dans les heures qui viennent. Donc ne manquez pas ce rendez-vous d'1 heure à 22 h sur notre antenne, sur Public Sénat. Tout de suite, la suite des programmes de la chaîne parlementaire avec nos amis de LCP Assemblée nationale. Bonsoir à tous. Quel rôle a joué l'UNEF dans les événements politiques des 50 dernières années? Quelle relation a-t-il entretenu avec les partis politiques, notamment à gauche? Comment s'expliquent les scissions? J'étais quand même un peu le vilain petit canard, puisque je n'étais ni membre du PSU, ni un UEC minoritaire, c'est-à-dire un ex-communiste. Pour la première fois, un documentaire retrace l'histoire de ce syndicat étudiant en partant de la manifestation du 11 novembre 1940, en passant par la guerre d'Algérie, mai 68 et le CPE. L'UNEF et la Fronde étudiante, vendredi à 16 h 45 sur Public Sénat.
publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité.